Merci en tout cas tout le monde, Emma, Julien, tout, c'est cool, on y va pour commencer le webinaire, c'est promis. Donc, comme je vous le disais un peu plus tôt, Olivier va intervenir sur ce webinaire. De mon côté, je suis content producer chez Up2. Vous l'aurez compris, la technique n'est pas mon point fort, mais j'ai été commercial auparavant. J'ai été chez SAP, j'ai été chez Preto et Miro, et maintenant j'ai remonté un petit peu cette chaîne-là d'entreprise, et je suis du coup en charge du marketing. Et Olivier qui est à côté de moi et qui se présentera plus en amont et plus en profondeur tout à l'heure, et lui, Team Lead Account Manager chez Scalo. Pour vous dire un petit peu ce que je fais chez Up2 et ce qu'on fait très brièvement, parce que je ne vais pas vous faire tout le speech aujourd'hui, chez Up2, on a vraiment une grande connaissance terrain du métier de commercial, puisque ça fait 17 ans qu'on est là. On recrute énormément de commerciaux, on forme aussi des commerciaux et on évalue et on aide les entreprises qui ont des grosses machines de vente à pouvoir encore plus performer. Et je voulais juste vous citer cette statistique pour pas faire trop de messages corpo. Depuis la rentrée, on a déjà fait 600 recrutements de commerciaux pour nos clients. Donc c'est juste la statistique qui peut-être vous aidera à passer par notre site et à notre portail candidat pour trouver votre prochain job. Maintenant, passons au plus important, le webinar en soi. Le programme de ce webinaire, il est assez simple. On va d'abord vous faire un petit point de contexte avec Olivier, qui sera là pour du coup me supporter un peu plus dans ces questions-réponses. Je vais vous présenter un peu ce qui se passe en ce moment, puis des bonnes pratiques, ce que je vous recommande à travers ce qu'on a pu voir chez Up2, que ce soit nos études ou d'autres éléments pour vous aider dans le métier de commercial. Et enfin, je laisserai place du coup à Olivier pour qu'il réponde à nos questions. Donc la première partie durera 10 minutes. Et la deuxième, là où Olivier répondra à nos questions, durera plutôt une quinzaine, une vingtaine de minutes. Voilà, on a préparé quelques questions et on attend évidemment à ce que vous nous en posiez d'autres euh, dans le chat. Voilà, je répondrai à Eric plus tard qui me demande comment j'ai quitté SAP. C'est une plus longue histoire, mais je vous garde ça pour la fin parce que c'est pas hyper intéressant avec le thème juste du début de cette présentation pour le moment. Déjà, je voulais vous faire un petit sondage. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez senti un changement d'activité. J'espère que pour le coup, le sondage, vous l'avez bien dans vos chats respectifs. Normalement, dans la section sondage, vous avez pu commencer à répondre. Génial, je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont déjà mis sur le sujet. Merci beaucoup. Est-ce que vous sentez du coup un gros changement, un peu de changement ou pas du tout de changement dans votre activité? C'est, je dois dire, très satisfaisant de voir les résultats en direct, puisque c'est pas exactement comme le cycle de vente qu'on a tous l'habitude de connaître. Là, c'est très rapide, donc ça fait bien plaisir. Je trouve qu'il y a carrément un gros changement qui revient. Pas du tout, vous êtes quand même 1 sur 10. Et vous allez voir ce qui est intéressant avec Olivier, c'est que son activité connaît, ou plutôt son activité personnelle connaît assez peu de changements et c'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui. Mais j'en dis pas trop, beaucoup plus. Ok, génial. Je constate que la plupart d'entre vous, et ça paraît logique, subit donc un gros changement dans ces process au day-to-day et ça paraît logique, c'est aussi pour ça que vous êtes ici. Alors, un tout petit point de contexte pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous subissent du coup un gros changement en ce moment et ce que c'est en fait que cette crise économique, comme on a tendance à l'appeler surtout dans les médias en ce moment, mais qu'on peut voir aussi dans notre activité. En fait, pour le moment, il y a une vraie incertitude générale sur ce qui se passe autour de nous dans nos écosystèmes. Et la raison est simple, c'est parce qu'il y a une énorme hausse des prix pour le moment. Donc l'inflation, vous en avez tous entendu parler, je ne vais pas vous rabâcher la chose pendant 4 heures, je pense que vous l'avez déjà suffisamment entendu. Ce que ça signifie, c'est qu'il y a des investissements qui sont retardés parce qu'il y a une incertitude générale. Je pense que vous l'avez vu autour de vous, on peut entendre « Ah, mais nos budgets sont gelés », on a vu que des sociétés comme par exemple Meta ou Twitter se séparent de plein d'employés. En fait, après cette fièvre énorme du Covid, on fait vraiment face à une période beaucoup moins faste en business pour la plupart des entreprises. Et d'ailleurs, merci de l'avoir confirmé à travers le sondage tout à l'heure. Je vous laisse continuer à répondre si vous n'avez pas encore répondu au sondage, mais je crois que je mettrai bientôt fin, peut-être à la fin de ce petit point de contexte. Maintenant, pour revenir du coup sur ce contexte, l'incertitude générale que j'ai évoquée et qui est liée du coup à cette hausse des prix, elle a une répercussion réelle du coup sur le business puisque les budgets sont plus difficiles à débloquer. Vous avez peut-être pu le voir même dans vos entreprises, je parle pas forcément de votre activité commerciale, mais peut-être juste en cherchant à peut-être avoir accès à du budget marketing pour créer des événements, pour inviter un client à déjeuner.
la poignée de main et tout ça est peut-être plus difficile à obtenir, puisque les clients sont évidemment plus regardants sur les conditions contractuelles. Et ça signifie, comme vous le savez, que beaucoup de techniques de vente un peu plus classiques n'ont pas les mêmes résultats. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous présenter quelques bonnes pratiques qu'on a pu voir au niveau un peu holistique, donc général chez Up2, avant de passer à un côté donc un peu plus pratique avec Olivier. La première bonne pratique que je voulais vous citer aujourd'hui, c'est de raffiner vos relations clients et de vraiment travailler un peu plus votre pipe, mais ça, ce sera le tips numéro 2. Donc, on se concentre sur le contact client. Déjà, l'idée de processer votre cérémonie d'intégration client, elle est très importante pour apporter plus de qualité, du coup, à votre relation client. Et ensuite, le fait de vous positionner en partenaire business, je pense que Olivier, avec qui j'ai préparé les questions juste avant, nous en dira un peu plus sur cette posture d'expert que je pense que vous avez beaucoup vu, que ce soit sur LinkedIn ou à travers d'autres ressources sur le métier de commercial. Et enfin, la dernière idée, c'est en fait, finalement, d'augmenter votre niveau de suivi commercial. C'est pas juste d'apporter plus de valeur à vos interactions, même si c'est évidemment très important en ce moment. Oui, Raphaël, il y aura un replay, je constate la question, il y aura un replay de ce webinaire, bien sûr. Je vous disais du coup, augmenter votre niveau de suivi commercial pour apporter plus de qualité dans vos interactions et savoir mieux répondre à la demande de vos clients. Et secondement, en piste 2, c'est du coup, comme je vous le disais, de pouvoir sublimer votre pipe existant. C'est Steve, notre directeur opérationnel en charge des activités chez Up2, qui dit que tout ce qui est mesurable est améliorable. Et c'est un peu ce qu'on va chercher à faire une fois que vous avez finalement constaté que vous aviez un bon pipe au départ. L'idée, ça va être comment est-ce que vous pouvez finalement l'exploiter sans essorer évidemment tous vos clients. Peut-être essayer de travailler l'upsell, le cross-sell. Olive nous en dira un peu plus parce que lui, c'est quelque chose qu'il fait beaucoup dans le cadre de son job. Mais c'est très important de pouvoir faire ça. Et on a aussi vu dans notre podcast Vive la vente, où on interroge d'autres directeurs commerciaux qui sortent d'ailleurs toutes les semaines. Et hier et cette semaine, on a sorti un épisode avec Laurent Sarfati qui gérait auparavant Doctolib et Conto. La recommandation client est aussi très importante. Donc si vous entretenez des... Oui, Estampe, vous me dites si je suis suffisamment près du micro. Je lis le chat en même temps. Vous me dites pour le micro. Je sais qu'il y avait à peu près 70% d'entre vous qui étaient satisfaits et 30% qui avaient peut-être besoin de mettre plus fort chez vous. Donc faites votre max et nous aussi. Donc n'hésitez pas à nous dire à travers le chat si ça s'est arrangé. Pour ce qui est de la recommandation, je vous le disais, Doctolib, par exemple, beaucoup de leur business c'est basé sur le fait de se faire recommander par des médecins envers d'autres médecins. Et c'est comme ça qu'au début, ils ont eu cette croissance formidable et qu'ils sont devenus l'une des licornes. Donc, je vous le disais, on a appris ça dans le podcast Vive la vente de la semaine. Une fois qu'on a un peu de nouvelles pistes, de nouveaux leads, il va maintenant falloir défendre sa marge. Pourquoi est-ce que vous avez augmenté vos prix? Pas trop près le micro finalement. Bon, il y a beaucoup de feedback différents. Ok. On fait le maximum. Merci vraiment beaucoup pour votre feedback. C'est très aimable à vous de pouvoir interagir dans le chat et d'avoir votre température. Après tout, c'est aussi le métier de commercial de faire de la relation un peu et d'interaction. Et justement, là, ce qu'on doit travailler, c'est le fait de défendre sa marge. Je vous le disais, les prix ont augmenté et on va vraiment vous demander vous avez augmenté vos prix. Il va y avoir un vrai bloqueur sur cette question-là parce que soit vous l'avez fait, soit eux ont réduit les budgets, donc vous vous demandez des baisses de prix. Donc, continuer à défendre sa marge et sa posture d'expert, c'est travailler à l'avance sa négociation, ses contreparties et essayer de s'exercer à le faire. La négociation et les contreparties, c'est un peu différent. On pourra y revenir plus tard, d'ailleurs, si vous voulez, dans un autre webinaire, n'hésitez pas à nous le dire. Les contreparties, c'est finalement se préparer à donner quelque chose en échange d'eux. Donc, c'est pas juste sur le prix, ça peut être un aspect de la relation client, quelque chose d'autre dans votre offre. C'est vraiment quelque chose en fonction de votre produit que vous pouvez travailler pour apporter encore plus de valeur ajoutée à votre service au cours de la vente et au cours de votre cycle de vente. Et enfin, défendre sa marge, c'est aussi s'entraîner et s'entraider. Je vais plus en parler, je pense, et Olivier aussi, mais c'est l'idée de changer des techniques. C'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui pour réussir à trouver de nouvelles pistes de vente et de nouvelles astuces pour exploiter tout son potentiel de son pipe. Et enfin, trouver de nouvelles méthodes. Il reste plus qu'une petite piste après celle-ci, mais c'est un peu la dernière que j'ai créée de moi-même à travers les études qu'on peut faire, puisqu'on a interrogé 500 directeurs commerciaux pour faire l'étude qui est à la base de ce webinaire. Trouver des nouvelles méthodes, ça peut aussi passer par de nouveaux outils. Je pense que beaucoup d'entre vous qui peuvent être ici grâce à un webinaire diffusé sur les réseaux ou via notre base email connaissent la plupart de ces outils qui sont très Startup Nation Paris, mais peut-être moins accessibles
à tous qui ont des produits peut-être un peu plus simples ou qui les ont vendus de manière plus terre à terre jusqu'ici. Et l'idée, c'est de trouver des techniques et des technologies qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. On sait que les commerciaux ont, pour 85% d'entre eux, le sentiment de perdre beaucoup de temps dans leur travail à faire de l'administration plutôt que de la vente. Et c'est le cas dans beaucoup de métiers, mais tous ces outils-là, je pense par exemple à Aircall, à Ringover, je pense que toi, tu t'en utilises bon nombre. Mojo, qui permet d'analyser et de perfectionner ses appels, peuvent être extrêmement utiles. Donc, évidemment, ça ne tient pas qu'à vous d'utiliser certains de ces outils qui peuvent coûter un petit peu d'argent à vos entreprises respectives. Mais l'idée, c'est de peut-être explorer ces pistes-là technologiques pour vous permettre de sublimer, du coup, votre pipe et vos relations existantes. Ensuite, je vous le disais, c'est important de regarder ce que vous pouvez faire et ce qui se fait ailleurs, donc réaliser une veille commerciale. C'est aussi pour ça que vous êtes ici, il y en a 206 d'entre vous désormais qui suivent le webinaire, donc merci à vous. Et c'est l'idée de trouver de meilleures techniques de vente et de process de vente et de petites astuces, même que ce soit sur votre pitch jusqu'à vos séquences d'emails pour évidemment faire plus de chiffres. Et enfin, bloquer un créneau d'échange avec d'autres vendeurs, d'autres sales qui peuvent réussir. Il y a des gens qui sont absolument experts en ça et c'est aussi le plus important. Et en parlant d'experts, je pense que vous connaissez tous le livre Le Challenger Sales, donc je vous ai préparé un petit récap avant qu'on passe finalement au côté pratique d'Olivier. Et le Challenger Sales, c'est la chose suivante, c'est un bouquin excellent et qui est très recommandé d'ailleurs. Et je pense que vous en avez déjà entendu parler pour la plupart d'entre vous aussi, et qui enseigne quelques éléments que je voulais juste vous reprendre brièvement. Le commercial teaching, ce qui est le fait d'en fait se mettre en posture non seulement d'expert, mais aussi de sachant. En fait, c'est de prouver à son client qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas et que ça, vous pouvez lui apporter la réponse sur des éléments dont il a besoin et qu'il sous-estime. Donc évidemment, c'est facile à dire, dit comme ça. Vous inquiétez pas, je vais vous envoyer un peu plus d'informations à travers le chat dès que possible. Ensuite, proposer une solution à valeur unique. Ça, c'est le fait de travailler à la fois son produit, et je pense que Olive va nous en dire un peu plus plus tard, mais aussi de travailler le pitch qui fait du produit, cette unique solution à proposer à son client. Et enfin, finalement, ça revient à travailler son pitch. Je vous le disais un peu plus tôt, c'est le plus important pour réussir vos interactions. Alors, je vous lis un petit peu plus avant qu'on passe à la suite. Ne mange pas le micro. Vous avez, ok, je regarde pour la prospection et tout ça. On va lire un peu plus vos questions plus tard. N'hésitez pas à upvoter les questions chacun des uns et des autres à travers le chat. Et ensuite, on laissera tout le temps nécessaire à Olive pour y répondre jusqu'à un certain horaire. Et évidemment, on est prêt à prolonger un petit peu la durée du webinaire qui évidemment ne se terminera pas à midi, mais plutôt à midi et demi ou midi 15 si besoin. Et les slides, n'hésitez pas à les prendre en screenshot, donc à faire une capture d'écran sur vos ordinateurs. Et sinon, on donnera de toute façon le webinaire en replay à ceux d'entre vous qui sont ici, mais aussi aux 800 inscrits. Pardon, je me trompe, c'est 735. Mais aux 735 inscrits qui n'ont pas tous pu se rendre ici. C'est pour ça qu'on encourage les gens à s'inscrire de toute façon. La prospection au téléphone, bien sûr, ça marche, Philippe, mais évidemment, on va vous en dire un peu plus plus tard. Et Eugen, n'hésitez pas à upvoter vos questions respectives. Voilà, en parlant de vos questions respectives, on va passer aux miennes, puisque moi, j'en ai préparé une dizaine que j'ai posées à Olivier ce matin, et on l'a laissé se préparer, mais vous allez voir, pas à fond, pour que comme ça, il puisse nous dégager toute la spontanéité de sa valeur qu'il peut avoir chez Skello et en day-to-day. Donc déjà, je vais laisser se représenter et prendre un peu plus de place, et même aussi prendre le casque, puisqu'on est très limité dans le micro. Et je vais vraiment te parler comme ça dans le visage, quoi. On va se partager un petit peu le micro. Exactement. Presque un micro-cravate improvisé. On va share le mic. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire déjà un peu plus sur ton poste, ton entreprise, comment ça se passe en ce moment? Tu nous le diras un peu après, mais qu'est-ce que tu fais au day-to-day? Ouais, et bonjour à tous. Moi, je suis Olivier Le Sur. Ça fait 3 ans que je travaille chez Skello et aujourd'hui, je suis team lead des account managers. La mission de l'account manager chez Skello, ça va être de générer de la valeur, du revenu sur la base des clients existants. Donc effectivement, on parlait d'upsell et de cross-sell, c'est un petit peu mes actions commerciales au quotidien. J'ai commencé en tant que business developer, d'ailleurs, chez Skello, avant de faire une ouverture de poste sur l'account management. Et pour ceux qui ne connaissent pas Skello, c'est une solution SaaS de pilotage RH pour toutes les entreprises dont les plannings sont complexes. C'est un outil qui va être destiné pour les managers, pour leur permettre d'optimiser l'organisation du travail, pour les aider dans la prise de décision aussi.
Et pour les employés, ça va leur permettre de faciliter leur quotidien et la communication. Quelques chiffres par rapport à Skello, mais aujourd'hui on est 300 collaborateurs, on a 10 000 clients et 200 000 utilisateurs quotidiens sur l'outil, et on est présent dans 5 pays européens. Ok, je pense que c'était assez clair et vous pouvez voir qu'ils ont quand même une certaine... c'est évidemment pour ça que je l'ai invité et aussi parce qu'on était en école de commerce ensemble avec Olivier. Du coup, c'est pas notre première présentation, on va pas vous le cacher, mais c'est aussi important pour moi d'avoir quelqu'un qui subit un peu moins la crise, mais qui surtout a une propension à avoir une analyse un peu européenne de la chose. C'est pour ça que Skello est une magnifique entreprise. Mais justement, passons à la question. Il y en a beaucoup qui ont répondu déjà dans le chat et je vous remercie puisque je vais mettre fin au sondage. Mais pour vous donner les résultats de tout à l'heure, vous êtes quand même 79 sur 166 du coup à trouver qu'il y a eu un gros changement récemment dans votre activité. Et je le sens aussi dans les questions via le chat. Donc, vous inquiétez pas. Olivier a pas exactement la même réponse. Et j'arrête de le spoiler, mais a pas exactement la même réponse. Mais c'est justement pour ça qu'il est là pour vous apporter quelques réponses. Et je constate, pour vous donner tous les résultats, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le sondage, que à l'inverse, il y en a plutôt 40% d'entre vous qui ont un peu de changement. Donc peut-être qu'on rejoint cette incertitude générale. Merci Nora, désolé, il était de l'autre côté. Et seulement 1 sur 10 qui n'a pas du tout de changement dans son activité, qui est peut-être du coup juste là par curiosité ou pour juste voir Olivier répondre à mes questions. Et donc, ma question numéro 3, est-ce que tu connais une baisse de ton activité en ce moment? Est-ce que Skello subit cette incertitude générale de plein fouet? En fait, sur l'activité, on va la mesurer à plusieurs échelles. Moi, je la mesure par rapport à mon pôle d'account management. Il va y avoir la hausse ou la baisse d'activité au niveau acquisition d'un point de vue global ou autre. En fait, moi, j'aime bien dissocier quand on parle de hausse ou de baisse d'activité, le combien et le comment. Donc en fait, le combien, c'est avec le résultat, et le comment, c'est l'intensité qu'on va mettre dedans. Donc finalement, moi, c'est mon comment qui va ramener mon combien. Donc je vais aussi beaucoup travailler là-dessus. Donc effectivement, avant de regarder un petit peu les résultats, je vais travailler tout le discours commercial. On parlait de cette partie-là juste avant dans les premiers tips, mais m'assurer que l'activité, en fait, elle soit toujours de plus en plus forte, passer un maximum de temps au téléphone avec nos clients et faire en sorte que tous les process aussi soient assez simplifiés. Mais finalement, à la fin de la journée, en fait, soit ma journée, elle a été signataire, soit elle a été anticipatrice. Mais mon activité, je vais pas forcément la regarder sur mes résultats d'analyse en fin de journée. C'est aussi quelque chose qui s'entend. On parle beaucoup en fait, du débit, de l'intonation, du volume, de l'articulation du sourire, c'est ce qu'on appelle le diva. Et ça, c'est quelque chose auquel moi, je tends l'oreille. En tout cas, je fais assez attention au niveau de ma table, en tout cas avec les account managers. Vous pouvez nous dire si vous nous entendez un petit peu mieux dans le chat. Je vois qu'il y en a qui nous entendent pas trop. Et attendez, je vais juste travailler le bail. C'est que le micro est ici, tout simplement. On va essayer de parler dedans. Mais je pense que déjà l'ironie de bosser avec un casque commercial pendant ce webinaire me termine. Mais Olivier, je pense que c'est là. On n'entend pas trop, dit Mariette. Franchement, vous nous dites, on a corrigé et je sais que le son est pas bon du tout. Et Mathieu qui constate plutôt sur la prospection. On apportera d'autres éléments. Est-ce que je peux juste avoir un autre feedback sur le son? Ok, Franck. Tu te rapproches du micro. Son bof, mais on entend. Ok, donc il faut vraiment qu'on se rapproche à fond, quoi. Ok, je regarde s'il y a peut-être un curseur. Non, c'est bon, tu peux te parler dans le petit. Il n'y a pas de curseur ou je sais pas quoi. Ok. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé un casque de commercial. Paul-Étienne, très mal. On n'a pas malheureusement deux micros. Je suis désolé, il y a eu un bug technique. Micro de... Ok, merci tout le monde. Ouais, on va juste vraiment garder le micro juste devant notre bouche. Désolé de prendre votre feedback à chaque fois. Et on va garder ce micro. Et pour répondre à la première question, on a eu un tout petit bug technique au début. Vous inquiétez pas, dans le replay, le son est enregistré avec un dictaphone, mais du coup qui ne peut pas être connecté à l'ordinateur à côté. Donc pour le replay, vous aurez absolument toutes nos informations et même peut-être nos jeux de mots un peu moyens en répondant à vos questions. Mais vous inquiétez pas, les questions vont être affichées en plus sur les slides. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre un screenshot de la précédente, on a travaillé avec Olive à mettre un petit peu plus de bullet points pour résumer ce qu'on se dit. Donc, et merci Eric pour le feedback. Chez tes partenaires, chez d'anciens collègues dans la vente,
Est-ce que tu rejoins ce que finalement une personne sur deux de ce webinaire me disait? Est-ce que tu perçois une baisse de l'activité en général? Ouais, bah, globalement, je pense que si on pose la question aujourd'hui, on a ce sondage-là. Si on pose la question en entreprise, à droite à gauche, où il y aura forcément du coup des personnes qui vont être un peu plus impactées, des personnes qui vont être un peu moins impactées. J'ai le sondage sous les yeux, donc je me base là-dessus. Mais grosso modo, en fait, c'est toujours une question pour moi aussi d'optimisme et de pessimisme finalement. Si moi on me dit qu'en fait, sur le mois de décembre, ça va être très compliqué, moi je le vois comme une opportunité. Ok, on va avoir effectivement des tranches budgétaires ou autres, mais en fait, il y a beaucoup de prospects, de clients qui sont en train de revoir beaucoup de choses par rapport à ces aspects. Alors en ce moment, on parle beaucoup de l'aspect financier, mais grosso modo, ça veut dire ils vont changer aussi des choses. Et donc en fait, je vais faire en sorte qu'ils puissent renoncer à d'autres solutions, mais pas la mienne. Donc ça, effectivement, ça va être, on va reprendre un petit peu la base, mais en fait tout en haut, ça va être travailler le discours commercial. On verra peut-être après d'autres tips bien précis, mais technique de vente, renforcer le discours pour que ce soit hyper clair. Et effectivement, écouter un petit peu plus en fait. Écouter un petit peu plus quand on est en contact avec un prospect. On parlera peut-être un petit peu plus de la partie des objections, mais une fois qu'on a le point de contact, je pense qu'il faut voir la situation telle qu'elle. Il y a des choses qui vont bouger et il y a des opportunités à saisir, donc faut y aller à 100%. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on a travaillé sur la question d'après, c'est à quel point est-ce qu'on comprend la récession. Et d'ailleurs, Julien dit quelque chose de très intéressant dans les questions. On va te répondre tout à l'heure, Julien, parce que tu soulèves des choses importantes qu'on a eues un peu plus tôt sur le téléphone. C'est un peu l'importance de se mettre un peu plus phone-centric et de saisir la question. Et une fois qu'on est au téléphone, justement, j'y reviens, est-ce qu'on évoque la récession auprès de nos clients? À quel point est-ce qu'on en parle? Et je crois que le plus important, c'est de la comprendre et de la transmettre, mais dis-nous en plus un petit peu sur ça. Je pense, pour répondre à la question bien précisément, non, je pense pas qu'il faut en parler, en tout cas pas amener le sujet. Je pense que les prospects vont amener ces sujets-là de par des objections ou autres, mais en fait, on a toujours eu des crises ou des mini-crises. D'accord? Donc en fait, on parle d'optimisme, de pessimisme, voir le verre à moitié vide ou moitié plein, etc. Mais en fait, il y a encore des investissements qui sont faits, il y a encore des choix qui sont faits, il y a des investissements qui sont relancés. Donc c'est bien de la comprendre, faut pas l'amener, c'est-à-dire qu'il faut pas arriver en rendez-vous en essayant d'anticiper des objections par rapport à ça, ou entre guillemets, je prends l'expression, mais se mettre des poux. Je pense qu'il faut avoir un mindset qui soit très positif, pas forcément changer ça, en tout cas sur l'approche du commercial. Génial, je pense que c'était clair et net. Je vous l'ai remis en bullet points, comprendre la crise pour mieux la dépasser. Et là, on va essayer de travailler un peu plus les tips plus opérationnels. Là, on a beaucoup parlé de contexte autour d'Olivier. Il a donné quelques conseils, mais on va rentrer encore plus dans le dur avec encore plus de sa température sur son business actuel. Quel état d'esprit, quelle posture est-ce qu'on adopte du coup dans la relation client, notamment au téléphone, pour répondre un peu à la question de Julien qui est très phone-centric. Comment est-ce qu'on agit du coup au téléphone quand le client se met plutôt dans une position de difficulté vu le contexte actuel? En fait, moi je suis encore très opérationnel. Je fais encore des actions du coup avec les account managers, avec eux, et donc je suis assez lucide en fait sur la difficulté, sur la difficulté en fait de pouvoir closer, de pouvoir même décrocher un rendez-vous. Je pense qu'en termes de mindset et d'état d'esprit, il faut vraiment du coup avoir cet aspect positif, ne pas, donc pour refaire un lien par juste avant, pas forcément évoquer la récession tout de suite en introduction. Je parlais de la méthode DIVA, ça c'est quelque chose qui est hyper important, c'est-à-dire que le prospect, dans la même journée, il a déjà été appelé 10-15 fois. Si vous n'êtes pas son rayon de soleil au moment en fait où vous allez l'appeler, ça va pas marcher. Donc en fait, c'est garder un état d'esprit hyper positif, hyper optimiste aussi, mais c'est de parfois dire à un prospect que effectivement il y a un moment pour revoir des choses en fait, et il y a forcément des opportunités qui vont être à saisir, et ça peut se faire par le fait en fait d'avoir une posture d'expert en fait.
Pour moi, je pense qu'en ce moment, c'est maintenant ou jamais d'avoir une réelle posture d'expert. Et quand on parle en fait d'expertise, on parle surtout de valeur ajoutée. Il y a quelque chose qui est très concret en ce moment, mais on va droit au but. Si vous avez une solution, s'il y a un produit qui répond à une vraie problématique et qui a une valeur ajoutée, si derrière vous avez bien travaillé un discours qui soit hyper simplifié, qui aille droit au but, c'est le moment dès le départ, en fait, dès le premier contact avec le client pour le mettre en place. Donc ça veut dire aussi qu'en interne, on doit être hyper clair sur nos qualités, nos défauts et nos axes d'amélioration. Donc il y a aussi un petit peu un sujet managérial d'entraînement en interne pour le répliquer derrière sur les premiers contacts avec le client ou avec le prospect. Ok, super, gardez cette posture d'expert, notez-le bien parce que pour le coup, j'avais pas de bullet points à ajouter avec Olivier en amont. Comment est-ce qu'on fait quand on a cette posture d'expert, quand notre pitch est prêt pour essayer de trouver des nouveaux leviers de croissance, des nouvelles méthodes Est-ce que tu as des idées un peu pour essayer de se perfectionner? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins d'un client au moment de la vente, ils vont être hyper différents aussi 4 mois après, 6 mois après, 8 mois après. Donc en fait, on parle beaucoup de stratégie du coup d'upsell et de cross-sell, effectivement. C'est pouvoir en fait adapter son offre. Je vois un commentaire qui est un tips, ouvrir très grand ses oreilles, effectivement. Ouais. Et ouvrir très grand ses oreilles, ça ne veut pas juste dire au moment du rendez-vous en individuel, un petit peu mieux écouter, un petit peu mieux comprendre. C'est aussi derrière pouvoir le réadapter. Alors là, on arrive sur un sujet qui est peut-être un petit peu plus stratégique. Mais en tout cas, je vous donne un exemple. Nous, juste avant chez Skello, on avait une seule et même version qui pouvait se renforcer au fur et à mesure des développements. On a commencé à essayer de valoriser via des options, essayer de voir en fait quelles étaient les fonctionnalités qui pouvaient potentiellement se valoriser en individuel ou potentiellement parce que en fait sur une version, les besoins étaient complètement différents et de plus en plus diversifiés. Et donc ça, on va avoir dans les organisations en fait soit une partie aussi CSM, AM qui peut être un petit peu mélangée, ou des boîtes comme par exemple chez Skello, on va avoir vraiment la partie CSM d'un côté et la partie AM. Tu peux nous dire à quoi ça correspond? Du coup, à quoi ça correspond? En fait, très brièvement, le CSM, c'est la rétention et la satisfaction client. Donc c'est vraiment s'assurer que on réponde bien en fait aux besoins du client et que la solution ou le service en fait corresponde bien et que les promesses qui avaient été faites au moment de la vente sont bien assurées derrière techniquement. Alors que du coup sur la partie plus account management, on est vraiment sur du développement commercial. Quand on a les deux dans une entreprise, d'abord on fidélise et ensuite on va développer. D'accord? Mais en fait, quand on a la possibilité de dissocier les deux, effectivement, ça permet en fait d'aller un petit peu plus vite. Le CSM qui récupère le compte assez rapidement, qui fait de la fidélisation, et puis derrière on refait des points de contact avec le client par rapport aux besoins et ce qu'on peut proposer. Bien sûr. T'as un dernier point? Ouais, j'en ai d'autres, parce que ça, c'est l'upsell, le cross-sell. Il y a le referral. Donc, on parle d'être effectivement un peu plus à l'écoute. Mais derrière, en fait, le referral, il faut que ce soit un réflexe. Il faut que ce soit un réflexe avec un contact de prospect aussi. Quelqu'un qui, finalement, lui, va pas être intéressé, va pas forcément décrocher un rendez-vous. Faut quand même avoir le réflexe de lui poser la question, parce que si, en fait, vous lui avez bien expliqué en une phrase la valeur ajoutée de votre produit, potentiellement, qu'il va vous donner des noms de personnes à contacter. Et bien évidemment, à fond sur sa base cliente existante. Il peut y avoir aussi des programmes de parrainage ou autres, mais ça, c'est des leviers qui vont permettre justement de générer aussi de la valeur sur les clients existants et que ce soit des leviers un petit peu supplémentaires. Je continue de voir qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui mettent des questions et c'est tant mieux parce qu'on va pas tarder à y répondre. Vous le voyez par vous-même, on est à la 8e question. Donc continuez à mettre des questions. Je sais qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui étaient intéressés par l'approche d'Olivier sur le téléphone. Il sera capable de vous en dire plus parce que moi je l'ai vu travailler chez Skello quand on a fait nos meetings Zoom et je sais que c'est une vraie plateforme téléphonique et que vous êtes assez phone-centric de vous saisir un peu finalement du téléphone. Est-ce que je peux me permettre de me faire ma propre transition là-dessus? Est-ce que du coup il n'y a pas un besoin de revenir à l'essentiel? Tu disais d'être à fond sur l'interaction, de prendre la température. Dans quelle mesure est-ce qu'on doit revenir à l'essentiel? Et écoutez bien parce que je n'ai pas les bullet points à envoyer sur cette slide.
En fait, quand on parle de l'essentiel, ce qu'on retient au final, et même pour une entreprise, c'est ses hommes et sa réputation. Euh, c'est pas moi qui le dis. En plus, c'est Ford pour citer. Mais du coup, c'est l'essentiel, le plus important. C'est pas inscrit dans le bilan d'une entreprise, c'est ses hommes et sa réputation. En termes de réputation, on parlait, ça va être le CSM, l'account management. Et les hommes, c'est qu'est-ce qu'on met en place en interne, en fait, pour que tout le monde soit hyper impliqué, soit hyper engagé. Donc ça veut dire que faut que les sales, alors plus d'un point de vue après management aussi, mais ils puissent nous faire confiance, ils puissent avoir confiance en eux pour qu'en fait ils puissent être hyper honneurs, hyper investis dans leur métier, qu'ils aient du décrocher, raccrocher et de l'intensité sans que forcément on leur demande, et qu'ils puissent effectivement aussi, parfois on parlait de levier de croissance, je sais on a déjà entendu beaucoup de sales qui vont travailler ce qu'on en dehors en tout cas de leur pipe, aller chercher des nouveaux moyens en tout cas de prendre des rendez-vous ou autres, travailler parfois sur une base je sais qu'il y en a qui vont prospecter des fois sur LinkedIn, qui vont prospecter voir d'autres moyens que ce qui peut être mis en place sur un pipe, sur un CRM ou autre. Et donc l'essentiel c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on met en place en interne pour que du coup les commerciaux ils soient hyper engagés en termes de discours, en termes de motivationnel aussi. Il y a pas mal de techniques aussi là-dessus pour que justement au moment du contact, c'est une chaîne de valeur en fait. Tous les points qu'on énumère depuis le départ, faut que ça se suive parce que si c'est mis en application, c'est ça qui va faire qu'au moment du contact avec le client, il est là l'essentiel en fait. Il est là l'essentiel, il est là le plus simple et c'est que l'impact en fait sur le prospect au moment de la vente ce soit le plus fort possible et le meilleur possible. Génial, merci Olive. Je prends votre feedback sur le fait de parler bien devant le micro et j'espère que c'est un peu plus pour vous. Je note aussi la remarque de Philippe puisqu'on a dépassé un petit peu en répondant à certaines questions et en interagissant sur le live que vous voulez absolument le replay. Le replay, pour ceux qui n'apprécient pas trop le franglais, c'est le revisionnage. Et il vous sera évidemment envoyé. Je note bien vos questions et vous allez pouvoir en plus continuer à les poser par la suite. À part ce besoin de revenir aux essentiels pour un peu dépasser les objections clients en ce moment, comment est-ce qu'on peut traiter ces nouvelles objections tout en étant revenu à d'anciennes méthodes on a gelé le budget, comment est-ce que tu fais toi par exemple? Ouais, en réalité, il y a pas de nouvelles objections. Des objections, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et le plus important là-dessus, c'est de bien comprendre qu'est-ce qu'une objection. En fait, on parle d'objection de principe et on va parler d'objections fondées. Les objections de principe, on va pas forcément les traiter. En fait, on va faire ce qu'on appelle un looping, quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous dire, en fait, j'ai pas du tout le temps. Il sait même pas de quoi vous voulez parler, en fait. Il est pas du tout au courant. Donc ça, faut pas forcément la traiter. Il y a une méthodo. Là où, en fait, sur une objection fondée, effectivement, alors on parle de creuser, en fait, de rassurer, d'argumenter et de contrôler. C'est une méthode qui va permettre en fait sur les objections fondées de pouvoir mieux comprendre, de savoir ce qui bloque. Mais globalement, l'objection vous allez l'avoir. Si c'est une objection de quelqu'un qui va vous dire j'ai pas le budget, mais si en creusant on se rend compte que en fait on arrive quand même à valider l'intérêt, mais c'est qu'effectivement en fait en termes de possibilités de trésorerie, il a aucun moyen aujourd'hui d'activer quoi que ce soit. On va essayer de trouver des solutions, voir si on peut pas échelonner, si on va avoir étalé, si on peut pas étaler. Mais du coup, dans le traitement des objections, je pense que c'est ça, c'est savoir quelle est une objection, quelle est la nature de l'objection, est-ce qu'on la traite ou on la traite pas. Tu m'avais dit en off, et du coup moi j'ai mes notes sous mes yeux, vous avez compris les amis, je ne lis pas que vos commentaires sur notre franglais omniprésent, et à ceux qui écrivent leurs questions en majuscule, je vous rassure, c'est pas nécessaire. Tu m'avais dit un truc important, tu m'avais dit la méthode CRAC, c'est l'idée de creuser, rassurer, argumenter et contrôler. Ça reprend un peu ce que tu disais. Est-ce que ça aide en ce moment à se dépasser un petit peu sur ce sujet-là?
Ouais, alors ça, c'est une méthode qui est assez ancienne d'ailleurs, mais effectivement qui est toujours efficace. Ça se construit en fait, le traitement d'une objection. Mais grosso modo, on va plutôt parler de creuser, reformuler et valider. Donc ça, effectivement, dans le traitement des objections, c'est quelque chose qui marche bien sur des objections qui sont fondées. Voilà. Alors, Antoine nous dit, alors juste là, comment ne pas traiter une objection, obligé de traiter une objection? En fait, il y a des... Tu pourras nous en dire plus, Olivier. Ouais, Mais en fait, il y a des objections qui sont pas forcément à traiter. En fait, quand on parle d'objection de principe, je reprenais cet exemple-là, mais c'est souvent ce moment bien fatidique des vendeurs, des sales, des commerciaux qui, au moment d'appeler, vont proposer en fait un rendez-vous et quelqu'un, je reprends cet exemple-là qui est assez précis, mais quelqu'un qui va vous dire j'ai pas le temps, il sait pas de quoi. Il sait pas de quoi vous parlez, donc en fait la méthode crack ou n'importe quelle méthode là-dessus va pas forcément s'appliquer. C'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on va plutôt contourner avec un outil. C'est de dire écoutez, je vous embête 2 minutes, même si vous n'avez pas le temps. Moi voilà, je travaille pour une société, je travaille avec vos confrères qui sont juste au bout de votre rue. Je vous demande juste 15 minutes pour faire un petit point sur ces sujets-là, ce sujet-ci, ce sujet-là. hop là, je passe à la dernière question. Peut-être que ça répondra à Frédéric. Comment est-ce qu'on peut trouver des nouveaux leads en ce moment? On parlait tout à l'heure de recommandations clients, d'avoir de nouveaux outils technologiques. On a évoqué pas mal de tips et je vous rassure, tout sera disponible en replay. Comment est-ce qu'on trouve de nouveaux leads? Ça, c'est un peu le sujet de toutes les entreprises aujourd'hui. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui existent aussi sur le marché. D'ailleurs, il y a de plus en plus de nouveaux métiers par rapport à ça. Il y a encore beaucoup de scrapping qui est fait. En fait, anciennement, on prenait les pages blanches et puis on faisait un scrapping. Il y a encore beaucoup de scrapping. Il y a des outils aujourd'hui, donc d'un point de vue stratégique, pourquoi pas s'outiller, effectivement. Après, on parlait forcément en termes de levier de croissance, mais ça va passer par ça aussi, le referral. Le referral, avoir le réflexe vraiment de travailler ces sujets-là avec ses clients, avec ses prospects. Donc ça, aussi bien d'un point de vue sales que d'un point de vue... Frédéric nous demande c'est quoi le scrapping, si tu veux en dire un peu plus. Ouais, le scrapping, ça va être en fait de numériser des pistes aujourd'hui pour que en fait elles s'enregistrent dans votre outil et que derrière ces leads-là soient partagés en fait à tous les commerciaux, que ce soit entre guillemets leur base de données informatique sur laquelle ils vont travailler avec un numéro de téléphone, le nom d'une personne à contacter, parfois son email. Ce qu'on peut aussi appeler le scrapping, c'est les outils qu'on utilise pour récupérer automatiquement, exporter, comme on dit, c'est d'où le mot scrapping qui veut dire des restes en anglais, c'est le mot scrap, qui veut dire récupérer des informations. Par exemple, je voyais des commentaires sur LinkedIn. LinkedIn est très très utile pour ça. Donc oui, Antoine, c'est effectivement un fichier client, mais c'est automatiser la récupération d'informations clients aussi. Ça se fait dans les boîtes très tech qui utilisent beaucoup de franglais comme Olivier et moi on vient de le faire, mais ça se fait aussi de plus en plus ailleurs. Vous pouvez trouver les emails ou les numéros de téléphone de beaucoup de clients en utilisant ce genre de technologie. Et je lis au passage le commentaire de Pascal T qui met le gros hacker va devenir le roi. Oui et non, puisque cette crise c'est aussi une crise technologique, il y a aussi une dette technologique de beaucoup d'entreprises et c'est pour ça qu'on disait qu'il faut aussi revenir à l'essentiel, continuer à s'emparer de son téléphone. L'époque où on envoyait des boucles d'emails à 5000 personnes et ça revenait avec un super reach, donc un reach c'est un taux de succès si vous préférez de 60% est terminé puisque maintenant, et je pense que vous pouvez aussi en témoigner dans le chat, il y a beaucoup moins de séquences d'emails qui fonctionnent puisqu'en fait les gens sont assommés par cette dette technologique-là. Je vais continuer à lire vos questions. Et Olivier aussi, comme ça il pourra aussi choisir d'y répondre, puisque maintenant c'est un peu place à vous. On vous a déjà fait pas mal intervenir pendant ce webinaire, mais maintenant c'est sur vous que ça repose un peu plus. Donc ne vous étonnez pas si on prend du temps pour regarder un petit peu plus. Tu dis Olivier, si tu as quoi que ce soit. Ouais, juste au-dessus il y avait... Ouais. Alors c'est tout à fait vrai.
je lis la question là de Mohamedou qui nous dit pourquoi est-ce que les managers dans la plupart des entreprises font pas les formations de mise à jour pour leurs équipes? C'est très focusif, il y a évidemment une chute. C'est vrai, pour beaucoup d'entreprises, il y a, je crois, eu plus de 2 commerciaux sur 3 qui demandent à être formés. Je pense que vous avez très souvent des réécoutes, enfin, tu peux nous en dire plus, mais je pense qu'il y a une formation de votre force de vente. En fait, c'est ça, c'est un point qui est hyper important, la formation en interne. En fait, on parle de chaîne de valeur. Donc, il faut déjà, avant même que effectivement les équipes soient lancées sur le terrain, qu'elles puissent être entraînées au niveau du discours commercial, que le discours commercial il soit souvent remis en question aussi, qu'on puisse le réadapter pour qu'il soit de plus en plus simple. Donc soit du coup en interne des entraînements là-dessus, se challenger avec des simulations, des cas de figure très précis ou des situations qu'on aurait rencontrées. Mais ça doit se faire. Nous, c'est quelque chose qu'on fait toutes les semaines, par exemple. On garde toujours un moment où on va faire un training, alors soit sur notre produit pour vraiment booster l'expertise du produit, soit on va le faire après sur de la technique de vente, donc de la mise en situation. Et après, effectivement, il y a des outils. Il y a des outils de réécoute notamment. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec mes équipes, mais qui permettent en fait d'avoir aussi une auto-évaluation de la part du commercial et en fait avec un plan d'action derrière qui soit mis instantanément finalement. Là, je vois une remarque de Stéphanie Alwarat qui nous dit qu'elle a aucune formation en entreprise en interne sur les sales. Parlez-en, en fait, dites que vous avez besoin de process. Bon, j'ai envie de dire, parlez d'Up2 parce que nous, on fait évidemment de la formation et j'ai rien que devant moi tous les livres qu'on sort sur ce que vos commerciaux ne feront jamais, etc. Désolé, on regarde beaucoup le chat, mais on sait que vous êtes ici. Mais juste, sans trop de publicité, parlez de ça. Évoquez que vous aimeriez faire de la réécoute de call, que dans vos outils et vos process, ça peut aider. Et quel est donc cet outil qui donne la transcription instantanée en bas de l'écran? C'est tout simplement grâce à Zoom. Et j'en profite, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des forces, qui ont plus des faiblesses en fonction aussi des générations. J'en lis certains qui sont moins à l'aise avec ces nouveaux outils, peut-être des plus jeunes qui justement sont moins à l'aise au téléphone. Si vous souhaitez un peu regarder quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses en tant que commerciaux, je vous mets dans les chats un petit test que l'on fait chez Up2 qui vous permettra en un QCM assez simple à la BuzzFeed pour ceux qui connaissent ou etc. Ce que vous pouvez un petit peu perfectionner et ce que vous avez qui est déjà très fort. On regarde à nouveau les questions avec Olivier. Il y en a une à laquelle tu voulais répondre? Non, mais alors il y a Mariette du coup qui parlait de effectivement avoir une publication sur les réseaux sociaux pour attirer les prospects. Juste en dessous, du coup, il y avait Mathieu qui parlait du relationnel client en fait. On achète à quelqu'un. Il va y avoir différentes manières. Si on se lise juste la manière aujourd'hui d'aller chercher des nouveaux leads, il y a par les réseaux sociaux, il y a par des campagnes de mailing, il y a par du coup le décrocher-raccrocher finalement l'appel téléphonique. Il y a plein de techniques qui sont effectivement bonnes pour contacter des personnes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver celle qui va aussi amener un maximum de volume. Les méthodes de travail, elles ont aussi vachement changé. Et effectivement, depuis le Covid, alors je voyais plusieurs commentaires par rapport, on me demandait si effectivement tout se faisait en visio ou que par téléphone. Il y a encore de la prospection de terrain. Il faut trouver celle, en tout cas, qui vous ramène un maximum d'opportunités déclenchées aussi et qui sont les plus importantes. Si du coup, Mariette, effectivement, il faut tout faire de toute façon, mais si par les réseaux sociaux effectivement vous avez un taux de réponse qui est assez intéressant, continuez à le faire. Si vous voyez que ça marche pas forcément, peut-être décrocher son téléphone, essayer d'enclencher en fait d'autres actions et mesurer qu'est-ce qui marche le mieux par rapport aux communications que vous pouvez avoir, une communication écrite, une communication orale. Je regarde un peu les questions qui ont été le plus upvotées et je vous précise que évidemment on a dépassé carrément même la durée limite de ce webinaire, mais vous êtes en grande majorité toujours connectés. Je vous rappelle que le replay sera disponible pour ceux qui souhaitent aller déjeuner et pour les autres on va tenir un peu jusque 12h30. C'est un peu l'horaire qu'on s'était fixé avec Olivier avant d'aller nous-mêmes déjeuner. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans l'outil questions-réponses et surtout à voter pour les questions des uns et des autres. Puisque ça va être du coup important pour nous de voir quelles sont les questions les plus favorisées par la majorité d'entre vous. J'en profite pour répondre à Thierry Pro qui fait plus un constat qu'une question et qui dit qu'on ne recrute plus les seniors.
Up2 a fait 600 recrutements depuis le début de l'année et je n'ai pas les statistiques, mais je sais qu'il y a un regain de la part des autres entreprises d'avoir une volonté de recruter pas juste des sorties d'écoles de commerce tout clinquant comme nous on a pu l'être aussi, mais aussi des directeurs commerciaux et des commerciaux seniors qui ont justement cette connaissance et ces bases pour savoir revenir à l'essentiel, comme on a dit tout à l'heure avec Olivier. Et je place plutôt Olivier sur une autre question si ça lui convient. Quand un concurrent est mieux placé sous tous les points, les prix et tout ça, comment est-ce qu'on fait, mis à part travailler la relation existante? Et il rajoute en grande majuscule, mais merci Antoine, vous avez raison de nous faire vos retours, dans le micro en majuscule. Donc ça c'est pour moi, je crois. Quand vous avez un concurrent qui est mieux placé sur tous les points, en fait, il y a forcément d'autres aspects. Je pense pas qu'à 100% des points, il y aura forcément votre solution, le produit, le service que vous vendez, il y aura forcément une valeur ajoutée. En tout cas, je vous le souhaite. Et c'est là-dessus que vous devez capitaliser. Parce qu'on peut avoir, ce serait répondre à la même question de comment on fait pour, dans une situation où on parle de tranches budgétaires, etc. On voit beaucoup de nos prospects qui partent pour une solution moins chère. Je reprends les éléments de langage qu'on avait pris, mais du coup, quand on parlait de posture, on parlait de valeur ajoutée. Si la valeur ajoutée en fait derrière et en termes de retour sur investissement, parce que c'est ça dont on va parler aussi, si ça va apporter un résultat, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme, versus en fait un investissement sur une solution moins chère, mais vous aurez réussi à prouver qu'elle était moins bonne en fait sur le long terme, il y aura plus trop cette question-là. Il y aura plus trop cette question-là. Il faut quand même continuer à mettre en application toute la valeur ajoutée de votre solution et vous aurez forcément du résultat à un moment. Et après, quoi qu'il arrive, quand vous arriverez sur un sujet concurrentiel, c'est aussi quelque chose qui va se traiter. Et puis, ça veut dire que vous avez aussi le prospect qui est en rendez-vous face à vous. Donc, c'est le moment de tout donner. Et s'il a accepté cette situation, c'est de potentiellement en fait tout mettre en place pour le closer le plus rapidement possible finalement. Ok, hyper précis. Merci Olivier pour le micro. Désolé pour ce petit bug technique au début. Je voulais répondre à Elias qui m'a demandé tout à l'heure et qui me le redemandait à l'instant. Qu'est-ce que ça signifie j'espère que vous m'entendez correctement, une cérémonie d'intégration. Une cérémonie d'intégration, c'est assez simple, c'est quand on a un nouveau client ou même un client qui décide de faire l'achat d'un nouveau produit. On essaye de modéliser, donc de faire une cérémonie d'intégration qui soit qualitative, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste la vente est faite et on l'oublie. Et je pense que tu vas nous en dire encore plus parce que toi, tu travailles beaucoup la relation client, mais c'est vraiment l'histoire de travailler cette cérémonie d'intégration client, en fait. C'est ça que le mot modéliser voulait dire tout à l'heure. Je te laisse en rajouter un petit peu sur l'arrivée du client, l'onboarding client, vous devez appeler ça peut-être vous. Ouais, alors on parle d'onboarding, mais il y a effectivement aujourd'hui au niveau de la customer journée, je reprends un terme anglais, pardon, mais effectivement, il y a la vente qui va être faite et une fois que du coup la vente a été faite, on va accompagner le client dans la prise en main, dans l'installation, dans le paramétrage. J'essaie de m'adapter au plus global possible parce que j'imagine qu'il y a tout. Chacun travaille pour un produit bien spécifique, un service bien spécifique, mais c'est du coup s'assurer qu'en fait les promesses qui avaient été faites au moment de la vente, du coup tout se met bien en œuvre techniquement, opérationnellement parlant. Et une fois que du coup on a passé cette partie-là d'onboarding, on est tout de suite sur ce premier point de satisfaction et de relation client. Et donc ça passe par mettre en place aussi une fréquence de communication avec les clients. Et la fréquence de communication avec les clients, c'est pas juste communiquer avec eux et savoir s'ils vont bien. C'est justement parce que les besoins évoluent, parce que leur business évolue. Et donc là, il y a forcément aussi d'un point de vue commercial des choses à faire. Donc il y a derrière une réintervention soit du commercial pour revalider en fait les problématiques ou les besoins du client pour y apporter une solution, et quand bien même votre solution aussi du coup elle a potentiellement évolué parce que toutes les entreprises aujourd'hui sont destinées aussi à évoluer, et après effectivement du coup travailler l'upsell. Nous on le travaille de manière proactive. On n'attend pas forcément que ce soit les clients qui vont nous soumettre un besoin pour apporter une solution. On va vraiment du coup à chaque évolution ou à chaque nouveau discours qu'on a pu travailler, aller tout de suite le mettre en application et aller
aller proposer ça sur les clients. Donc, dans une relation client, on va parler effectivement de cette partie satisfaction, mais c'est aussi très important d'à chaque fois de refaire un point de passage sur ces besoins qui ont évolué. Et si vous avez une solution à apporter qu'on peut valoriser via une action commerciale, tant mieux pour vous. C'est ça qui va faire aussi que vous allez sublimer votre pipe. Merci beaucoup, Olive. J'adore ce mot sublimer le pipe. C'était notre deuxième tip. Et je vous le redis, tout sera disponible en replay parce que je constate qu'il y en a certains d'entre vous qui partent, mais que toujours la majorité d'entre vous est là. Je sais que ça peut être des onglets, que vous êtes en train de répondre à un mail en gardant nos voix dans vos oreilles. Plus que 3 minutes pour poser vos questions. Et je vais prendre celle de Franck et de Catherine, à la fois les deux, puisque Franck nous dit la plupart des clients ont besoin d'un contact. Et d'ailleurs, again, je vous invite again, ça veut dire encore, je vous invite à upvoter les questions de chacun et chacune pour qu'on puisse y répondre, puisqu'on voit surtout les questions que vous avez le plus soutenues, chacune et chacun. Donc Franck et Catherine nous disent respectivement, la plupart des clients ont besoin d'un contact physique pour ensuite pouvoir commander à distance si la confiance est acquise. Je pense que ça dépend de beaucoup de business, puisque il y en a une grande majorité maintenant dont la vente se fait à distance tout de même. Ça dépend sans doute de votre produit, Franck. Et Catherine, par contre, nous dit que les clients et les prospects ne répondent plus au téléphone depuis le Covid. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Olivier, pendant que je continue à vous répondre dans le chat? Les clients ont besoin d'un contact physique, pas forcément. Pas forcément, ça va dépendre. Effectivement, on a des nouvelles manières aujourd'hui d'approcher les prospects, d'approcher les clients. Quand bien même le premier contact se fait souvent au téléphone maintenant, le rendez-vous peut bien évidemment se faire en physique. D'ailleurs, c'est vrai que moi je trouve ça même plus sympa. Mais donc je suis pas forcément aligné avec ça. Et sur le téléphone, la difficulté depuis le Covid Et les gens ne répondent plus au téléphone. Non, les gens répondent toujours au téléphone. C'est la forme un petit peu qui a pu changer, qui évolue en fonction d'une situation. Mais les gens, je veux dire, les gens répondent au téléphone. Et nous, notre activité aujourd'hui, en tout cas l'approche qu'on va avoir avec les prospects, elle se fait que par téléphone. Principalement par téléphone. On a aussi d'autres moyens de stratégie, mais globalement sur l'équipe commerciale, c'est du décrochage de téléphone. Je vois que Gwenaël nous dit comment trouver une phrase d'accroche pour un prospect. Est-ce que tu as des excellentes phrases d'accroche? Alors, moi, j'avais une approche cliente assez spéciale lors de mon dernier job en tant que commercial, lorsque j'étais chez Preto. Je disais toujours quelque chose d'assez personnel que j'avais déjà découvert, ou comment ça va, ou quelque chose, mais j'étais dans une approche une posture d'expert réel où j'avais la main mise sur ce que le client voulait, et normalement il désirait assez facilement mon produit. Donc ça me permettait de prendre cette position beaucoup plus facilement d'expert dont on parlait plus tôt, parce que je savais que finalement on avait une relation relativement donnant-donnant. C'était ce genre de produit-là. Toi, est-ce que tu as des exemples de phrases d'accroche que tu peux donner? Et je précise que ça va vraiment être les dernières questions parce qu'il est 12h30, donc on va dire que c'est la dernière, et ensuite on vous dira à bientôt. Ouais, je pense pas, en tout cas, Gwenaël, que ce soit une phrase d'accroche qui va, en tout cas, on peut pas le processiser pour que ce soit ça qui soit. Enfin, on peut pas l'inscrire comme une méthode infaillible. Cette phrase-là va faire que le prospect va prendre rendez-vous, va accepter la discussion, va être dans l'échange. Il y a évidemment plus en termes de méthodo, mais je parlais de la diva. Le débit, l'intonation, le volume, l'articulation, le sourire, ça c'est des choses à mettre dès le départ. Donc il y a une énergie à mettre dès le premier contact. Et après effectivement ça va être, il y a quelque chose qui marche bien. Ça va être, en fait, on parlait de référol ou autre, mais c'est d'expliquer que vous travaillez en fait avec Arthur qui est dans la même rue que vous, et vous travaillez avec lui sur des sujets de services comptables, sur la dématérialisation de vos factures, peu importe le sujet de votre solution ou autre. Mais je pense qu'il y a souvent ça qui rassure maintenant, c'est de dire que vous travaillez avec des personnes en fait qui sont exactement comme vous, qui ont les mêmes problématiques, et on propose très rapidement finalement de les rencontrer pour approfondir tout ça parce que vous avez quelque chose d'incroyable à leur proposer. Donc voilà, c'est moins sur des phrases d'accroche, c'est plutôt sur le fait de en 1 minute savoir expliquer à quoi correspond votre solution. L'accroche, elle va se faire peut-être sur une partie un peu plus référole, et surtout l'énergie, le sourire, l'intensité en fait qui va être mise dans le coup de fil.
Merci beaucoup Olivier, j'étais en train de vous écrire. Je ne sais pas si vous nous voyez toujours au niveau de la caméra, ça je suis moins sûr. Mais pour ce qui est de... Ouais, je crois que la caméra s'est désactivée également. Mais attendez, est-ce que je peux la réactiver tout de suite? On va regarder ça tout de suite. Ah si, vous nous voyez toujours, génial. J'avais pas le retour caméra, désolé de regarder l'écran depuis tout à l'heure. Du coup, j'avais perdu un peu le fil de notre propre retour. Je voulais vous remercier pour toutes vos questions. Vous avez vraiment été géniaux de nous supporter et d'interagir avec nous. On va maintenant, nous aussi, aller déjeuner. Et on vous retrouve bientôt pour la prochaine masterclass, du coup, en fin du mois de janvier. Du coup, ce sera probablement un autre invité qu'Olivier, que je réinviterai plutôt dans quelques mois, je pense, pour continuer à parler de ce genre de sujet. Et again, merci à vous. Je lis un peu vos retours au cas où j'ai manqué quelque chose. En tout cas, vraiment, vous avez été super. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. On vous envoie le lien très bientôt et je vais mettre fin au webinar. Donc merci encore et à très bientôt. Si je trouve le bouton, évidemment, pour mettre fin au webinar. Voilà. À bientôt tout le monde. Merci.